va entamer la table ronde. Alors oui, quand vous tapez table ronde LGBT sur Google, vous avez littéralement une table ronde avec un rainbow flag dessus. C'est l'illustration la plus basique que j'ai pu trouver. C'est littéralement un peu minable, mais je suis quand même content et je vous l'ai mis. J'ai à ma gauche Florent de Gletagne. Je suis désolé, c'est dans l'ordre en plus de mon truc, donc il n'y a rien de. Qui est donc l'éditeur de Bliss, qui publie depuis 2016 les comics Valiant, de la jeunesse et des romans graphiques indépendants, donc un éditeur de traduction. Valiant, on est vraiment dans le super. Je te le mets là si tu veux commenter en même temps. Dans le super-héros, qui est considéré souvent comme une troisième voie par rapport à Marvel et DC, sont des nouveautés à venir qui justement sont présentes un peu sur la table que vous pourrez explorer. Alors j'ai pris des images du site, mais ce qui est intéressant, c'est que de voir que sur les nouveautés, on a littéralement toutes les collections que propose un peu Bliss, à savoir hors collection, Valiant, jeunesse, LGBT et qu'est-ce que tu as tu as un, je sais plus le Bad ID. Mais peut-être que là, il y a aussi The End, ouais. Ah oui, du couple, la femme, il est très bien aussi, The End. C'est vraiment, moi, ça fait partie de mes coups de cœur, comme j'ai eu des bons coups de cœur aussi pour le studio et pour Garson, qui est un ouvrage matrimonial qui. Qui a été récompensé aux First Print Awards en 2024, qui a eu le prix Artemisia également, et qui a été nommé au prix du patrimoine en 2024 au FIBD aussi. Qui a été nommé, mais qui a été sélectionné. Ouais, qui est un ouvrage assez important pour justement aussi découvrir ce que l'histoire de la BD nous prouve aussi qu'en fait, on sait rien, tout est à découvrir et tout est à, à explorer de nouveau avec des autrices donc des années 20 aux années 40. C'est dirigé par Trina Robin, qui est aussi une autrice qui est éditée hop, dans votre catalogue. Votre présence aussi, parce que vous avez cette collection donc LGBT qui nous présente donc des livres plutôt jeunesse de genre, mais pas que, hein. Il y a aussi, là aussi toute la pluralité des éditions Bliss qui est représentée une fois. Donc, on en parlera un peu plus. Et c'est vrai que Florent me faisait remarquer qu'il a été l'éditeur très ponctuel de Jules. Notamment dans l'ouvrage Love is Love, puisqu'il y a une planche, mais qui est un ouvrage important, puisqu'il a été fait après les attentats de Floride. L'attentat du Pulse, oui, à Orlando en 2016. Orlando, oui, C'était pardon. notre premier titre en 2017 qui était ouvertement LGBT, et à une époque où même moi je me considérais pas du tout là-dedans. Plus je me considérais plus comme un allié un peu de la cause, et c'est notre premier titre hors Comics Valiant qu'on a sorti avec la traduction de ce bouquin-là. Et on a rajouté des pages par des autoristes françaises pour également justifier le fait d'avoir une édition française, et on avait notamment demandé à Jules s'il pouvait participer, et C'est pas la dernière planche ou pour finir justement c'est une des la dernières planches, c'est ça, c'est à la fin conclusion. du titre, oui. Bliss, c'est bien sûr l'éditeur de Key O'Neill, auteurice LGBT qui propose justement des récits, alors jeunesse, et avec le dernier, Le Chant de nos pas, qui est plutôt plus ado young, mais qui, là aussi, ça reprend un peu ce que j'ai dit, hein, qui a une, une plastique très particulière, hein, un dessin très, 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 très marqué, qui ne cherche. On n'est pas dans une bande dessinée, comment dire, pas militante, mais c'est très organique la manière dont les personnages reflètent leur propre sensibilité. Il n'y a pas quelque chose de marqué. On est même dans le champ dans nos pas. On est près dans l'allégorie. On est près dans le non-dit sur les identités sexuelles. Oui, Kay a un style très économe en dialogue, et ça passe beaucoup par des valeurs de plan, par la construction de ces planches, par le voyage aussi, les allégories du voyage extérieur qui est aussi un voyage intérieur, le Champ de nos pas en particulier, Oui. puisque c'est vraiment une quête, c'est un voyage. Et c'est ce qui est c'est un peu représentatif de ce qu'on fait dans nos titres jeunesse et young adult, parce qu'on n'a pas vraiment formellement une collection LGBT. On a des titres young adult, des titres jeunesse, des Ouais. titres adultes qui parfois abordent ces thématiques, ou parfois juste les autoristes sont queer, ou voilà, ça fait partie.
on cherche pas à publier des titres, qui vont, aborder des thèmes, spécifiques, autour de la queerness. C'est quelque chose de très organique, qui se fait, voilà, qui est dans les histoires, c'est au fil des rencontres avec les auteurs, les autrices, et Kay, c'est ça, c'est que, Kay, quand on a lancé notre collection, si je sais pas, on a le temps ou je peux parler 2 Mais minutes? c'était une question pour après, D'accord, OK, OK, OK. mais non, mais c'est très bien et tout, Non, mais je vais pas te couper non plus, hein. Kay, on l'a rencontré, en 2000, un peu avant 2020, avant sa transition, hem, à une époque où je savais même pas que ces titres-là allaient aborder, parfois dans leurs histoires, les identités de genre et des questionnements identitaires. Et que Kay, mettait aussi, beaucoup d'elle, dans ses récits. Et c'était à une époque où même, moi je me pensais pas, heu, je me considérais comme, un mec, hétéro, marié, père d'un enfant, voilà, et c'est au fil des sorties et au fil aussi de comment, moi-même en tant qu'éditeur c'est un peu ma Bliss, c'est aussi ma barque et en fait, la maison a pris un chemin, qui était, au fil de ce chemin, on a rencontré des gens, des autoristes, qui ont nourri, aussi moi-même, mon parcours et la maison d'édition aussi. Donc c'est voilà, on s'est pas dit à un moment: «Oh, bah, c'est quand même une thématique importante, on va mettre en avant, des autoristes, queer». Ça s'est fait, voilà, de manière très organique, quoi. Ah, c'est très intéressant en plus de voir comment l'éditeur, prend de ses publications et se révèle aussi à travers, mon travail. C'est bien loin de quelque chose de commercial ou de qui soit, bêtement un calcul, c'est vachement intéressant. Et beh, oui, pour finir la présentation de Bleach, je voulais encourager aussi à aller regarder, les nouveautés, mais on en reparlera, tout à l'heure, évidemment. À la gauche de Florent, nous avons Éléanore Dujardin Éléonore, pardon. Pas cette photo. Ah d'accord, OK, T'étais dedans. ça va mieux? Tu me dis? Oui, oh non, c'est. Oh Laquelle? là là. Oh là là. Je vais tellement l'air bourgeoise, pincée. Oh. Après, c'était une vidéo pour le Club des ambassadeurs de Toulouse, qui est un truc hyper institutionnel. Et du coup, voilà, j'étais en tailleur avec En bas à droite? t-shirt bateau. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien celle de gauche. Oui, elle est Et sympa. il y a un visage qui rayonne une fierté et quelque chose de très, très assumé qui était justement pour la récompense, des rôles modèles LGBT, pour le travail de co-rédactrice de l'EMA, donc qui était, l'école du manga. Il y a plein de photos de toi, de regarde pas si tu veux pas. Ok. Oh waouh. Oh, c'est du vieux ça. Les vieux dossiers. Mais j'ai fait très attention à être une visible pendant ma transition. Du coup, si vous allez avoir des photos de toutes les périodes de ma transition. J'ai été hyper genderqueer dans des endroits hyper institutionnels, c'était génial. Le consul du Japon ne savait pas quoi faire de lui. Donc c'était pour revenir, effectivement, voilà, sur le rôle de Lem, co-directrice donc de l'école manga dont, tu nous disais justement, vous aviez un stand, ici dans la bulle manga depuis des années et vous êtes, un soutien de la création et justement l'école elle-même affirme des valeurs, plutôt d'inclusion et d'enrichissement. Donc, et puis enfin, c'était alors je suis quand même obligé de revenir là parce que, directrice Festival international du manga, avec une déclaration qui dit: «Toulouse, c'est la ville du manga», donc tant pis pour Osaka, hein, c'est En Toulouse. France, en France. Non, non, je plaisante et donc finalement, c'était de quitter l'école pour se consacrer pleinement à l'organisation d'un festival à Toulouse en 2027. Tout à fait. Ça se présente bien? Oh, ça se présente très, très mal. Heu, C'est bon signe. bonjour Faut tout du le monde. chaos avant de Donc oui, donc pour vous faire un petit peu un peu d'image, parce que donc l'EIMA, c'est l'école d'illustration, du manga et de l'animation. C'est, désolé Angoulême, mais ça reste l'école de référence à la formation en manga en France et en Europe, puisque c'est l'école qui a le plus d'élèves publiés chez les grands éditeurs, en Camac, Kana, c'est signé, mais je peux pas encore dire qui, Glénat, voilà. Donc c'est un hub, et du fait qu'il y a l'école à Toulouse, bon, il y a aussi Tony Valente qui vient de Toulouse, qui est le seul Français qui ait son animé au Japon. Ce qui est la consécration, hein, ultime dans le monde du manga, heu, industriel, on va dire.
Hem, on a donc tout un écosystème qui s'est créé dans la ville, et ça fait quelques années que j'embête, mes amis, de la mairie, les différents adjoints dans les mondanités, dans les trucs. Je suis l'artiste qui est dans tous les vernissages. Parce que comme disait, Bakri, les gens qui travaillent dans ce domaine, ce sont les gens qui prennent des cafés. Hem, Jules ne dit pas le contraire. Et donc ça fait quelques années que je travaille à ça, de manière à faire quelque chose, mais qui est pas une de ces grandes fêtes, supermarchés psychédéliques, qu'on aime beaucoup, hein, à la Japan Expo ou au TGS. Il s'agit d'un festival dans la ville, qui va faire se rencontrer les publics, les quartiers, les pratiques artistiques, dans lequel il y aura aussi bien, une exposition par le Musée des Arts Asiatiques, qui est le deuxième en France, après Guimet. Bon, c'est pas du tout la même taille. Que, des concerts, que, des choses qui sont, très, très cosplay, que des dédicaces, que des conférences par, nos amis, éditeurs, éditrices, auteurs, autrices qui vont venir d'un peu partout. Donc c'est un gros machin qui est centré sur des valeurs et je pense que c'est important d'en parler à Angoulême et c'est important d'en parler maintenant. Ces valeurs, elles sont à la fois, d'inclusivité, de VSS, on rigole pas là-dessus. Moi, si j'ai une des raisons pour lesquelles j'ai eu ce prix des rôles modèles LGBT, c'est mon travail d'inclusion à 360 degrés et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et ça, c'est vital. C'est pas quelque chose sur lequel, on a voulu négocier dans l'école, c'est quelque chose que j'ai créé dans l'école et quand je dis 360 degrés, ça veut dire qu'il va de, des divergences, des différences au niveau cognitif, troubles de l'attention, spectre autistique, des différences de corps. Je ne sais pas si ma meilleure amie pourrait s'asseoir dans ce fauteuil parce qu'elle est trop grosse. De différences évidemment d'origine, ethnique, culturelle, et de tout ce qui est LGBTQIA+, parce que je veux souligner, que les personnes intersexes sont quand même les personnes qui reçoivent le plus de violence, encore plus que les femmes trans, qui sont censées être les championnes olympiques. Hem, donc c'est vraiment statistiquement, c'est vraiment la chose qui est la plus intense et sans parler des intersections. Donc je disais tout ça, ça c'est au centre du festival avec aussi le fait que c'est pensé de manière à ce que les auteurs, les autrices, les libraires indépendants soient les gens qui reçoivent l'argent. C'est-à-dire je suis pas en train de créer un nouveau monstre avec une logistique à part, avec, qui va capter les subventions et où moi je me paye 300 000 € par an et où, les gens viennent avec leur stand et arrivent à se faire un peu d'argent. Ils viennent pour se faire peut-être, 50 €, mais surtout pour la pub. Je ne vise bon, je vise à peu C'est près tout le vachement monde, vrai comme désolé. description. Non, non, mais c'est voilà, c'est l'idée. Pourquoi est-ce qu'on crée un festival aujourd'hui? Il faut savoir pourquoi on le crée. Si on le crée juste pour essayer de tomber sur la manne, du manga qui est encore un peu une manne, en fait, quand nos auteurs, nos autrices ont du mal à survivre, c'est pas possible, quoi. Donc, donc je travaille activement avec la mairie, avec les institutions, avec les auteurs, les autrices, pour créer quelque chose qu'on n'a pas encore trop créé sur l'échelle de la ville et ça, c'est franchement assez fun, même si c'est beaucoup de travail. Comme vous le sentez, je suis un peu hyperactif. Mais il tarde de voir le résultat. On reviendra évidemment sur ton rôle en tant que directrice et tout ce que ça fait. Pour les deux personnes au fond qui n'auraient jamais entendu parler de Jules Marot, le travail de Jules a été assez remarquable et l'un des premiers dans des éditeurs grand public aussi à parler des thématiques LGBT. Évidemment, avec Le bleu est une couleur chaude, qui a été un ouvrage qui a été adapté au cinéma, qui a eu droit à une deuxième édition. Je vous ai mis après les liens pour aller voir. Là, je remonte un peu les publications. Après, ce qui est intéressant de voir aussi dans le travail de Jules, c'est son évolution et dans son langage graphique et dans sa volonté aussi de, je sais pas quelle complication a dans la tête Jules, peut-être tu nous en parleras, hein, mais tu veux souvent représenter l'invisible. C'est vraiment que ça soit le son, que ça soit le mystique, que ça soit la relation, le frôlement, c'est une matière invisible qui tend, et c'est pas pour rien que moi ce que j'aime dans ce cas-là, donc un ouvrage très musical, c'est qu'il n'y a pas d'onomatopée, rien du moins dans ces planches-là. Et donc la musique, vous la vivez vous-même à la lecture. Et c'est très intéressant. Là aussi, des styles graphiques qui vont s'adapter à des projets, des récits courts de relations avec City and Gender et Corso Nord. Alors, c'est tous les 2 ans à peu près hein, que tu sors un ouvrage. Là, on est en 2016, il me semble, en 2018, un ouvrage plutôt de fantaisie.
de genre pour sortir aussi peut-être de ce qu'on attendait, de toi avec, Fede 60 qui est une série dont tu ne signes pas le tome 2 parce que le but c'était de faire une anthologie? En gros, c'est une commande, j'avais besoin de thunes, hein. Ouais. Donc faire un scénario dessiné et colorisé par quelqu'un d'autre, c'était le rêve. Parce qu'en effet, sur le reste des albums, Ouais, je suis lancé généralement seul sur des ouais. très longs récits et tenir ça tous les 2 ans, ben, c'est compliqué. Mmh. Hashtag précarité, et donc en effet, les Humano avaient lancé là une série avec une bible écrite par un autre auteur aussi sur laquelle, il fallait se baser. Mais c'est clair que j'ai mis autant de queer que je pouvais, dans cette histoire, quoi. Parce qu'on parle de faits, Et donc on est déjà dans une forme d'hybridité donc, et c'est un sujet, qui me tient très à cœur, en puis effet. on a en Angleterre l'expression fairies qui désigne aussi les personnes, homo. Il y a toute une allégorie qui est soulignée, très bien. Plus récemment, on te retrouve avec, oui, Akelapo, ouvrage là pour le coup de science-fiction, uchronique, utopiste un peu, où on suit Prophétique. ou prophétique, ouh, je le souhaite pas, enfin, disons que la situation de base est véritablement la poudrière qui pourrait effectivement embraser, heu, notre pays, qui nous présente un couple, qui, navigue justement dans une France, d'anticipation, à la fois orwellienne, cauchemardesque et terriblement, réaliste, où on trouve des personnages. Alors ce qui est intéressant dans Akelapo, c'est aussi le traitement, science-fiction qui est, heu, pas forcément très scientifique, mais qui est plutôt, comme je l'ai dit, mystique et qui joue beaucoup aussi là aussi d'ellipses et de non-dits où on garde nous-mêmes, on prolonge et tout. Le concept, d'Akelapo c'est pas du tout un truc, techno à la Matrix, c'est vraiment, un concept poétique et je sais que, je crois que c'est une poésie, qui est entre Boutonnet et Ake qui t'inspire beaucoup, Mais en fait, c'est écrit à 4 mains déjà. C'est Oui, écrit c'est vrai, avec Sabrina c'est vrai. Calvo, qui est elle-même, une tisserande poétesse, sculptrice, créatrice de jeux vidéo, écrivaine, qui a beaucoup travaillé aussi dans la science-fiction, qui est une femme trans et pour nous, la question, c'était aussi de, savoir enfin, d'essayer en tout cas, explorer la question de comment est-ce qu'on va créer une science-fiction queer? Qu'est-ce que ça peut être? Et en effet, quels sont les codes, qu'on peut déconstruire de la science-fiction, mais par le prisme du queer? Mais du coup, non, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on ressort, on n'est pas dans ce côté de robots géants, de surhommes avec une armure autour et tout, qui sont vraiment une approche qu'on a l'habitude de voir parce que c'est très hétéronormé, parce que c'est quelque chose qu'on a depuis plus de 100 ans de science-fiction en bande dessinée. Donc effectivement, l'approche, on le sent, hein, est différente aussi dans le traitement des couleurs, dans le traitement euh, mais c'est surtout, je trouve, dans la narration et dans le déroulé qu'il y a quelque chose qui marche en flashback, très, très, très habilement fait, où on se perd, mais c'est une volonté, je pense, de se perdre un peu dans ce récit, et Boutonné en jalousie qui revient à une chronique un peu plus, moderne, un peu plus, heu, hem, jeune, mais qui, souligne aussi ce que tu nous as dit, qui nous présente, une double thématique, celle évidemment, LGBT, mais aussi celle de comme il le dit, hein, Khalil, il est arabe et gay et donc du coup, c'est un peu la double peine, pour lui et c'est ce double, piège à désamorcer vis-à-vis du regard des autres. Alors là, le traitement graphique est très différent de l'ouvrage. Il est beaucoup plus épuré, beaucoup plus, justement peut-être, pour laisser le temps à notre d'un jeune personnage de se découvrir, de laisser un peu plus que les autres personnages étaient déjà beaucoup plus, un peu plus sûrs de leur identité et foncer vers un objectif plus, Je sais pas si tu veux que je commente à chaque non, fois, du pardon, coup, pardon, pardon. mais parce que je Mais pourrais, tu vois? oui, vas-y, je Mais t'écoute. Oui, vas-y. non, non, mais c'est pour ça, je sais pas comment tu Bah, veux. non, mais si tu as quand même confiance. Si tu as une réflexion à faire, En c'est le fait, moment. si tu veux, c'est vrai que dans chaque bouquin, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir une technique, qui puisse rendre les sensations tu parlais de mon intérêt pour l'invisible, mais c'est ça, en fait. C'est rendre les sensations, palpables, d'une atmosphère et donc en effet, dans Boutonné en jalousie, déjà, on a beaucoup de lumière, mais aussi, comme c'est l'adaptation d'un poème de Mireille Havé, qui était une lesbienne des années 20. L'idée, c'était de, donner toutes les sensations du printemps qu'elle évoque dans ce poème et donc, graphiquement, techniquement, il a fallu que je fasse des choix et ce qui m'a intéressé, c'est en effet là sur, cette palette de couleurs,
qui est là, c'est que du coup, j'ai à la fois pris un rose et un vert Ouais. et que j'ai associé avec juste, une forme de gris et d'avoir un peu aussi ces trames un peu manga, Ouais. parce qu'on est en effet dans un récit, ado, young adulte, donc j'avais envie de me rapprocher de cet univers-là aussi graphiquement. Mais en fait, c'était une sensation très précise que je cherchais à retrouver, que je pense que tout le monde doit connaître aussi. C'est ces matins de printemps, quand tu vas prendre le bus ou que tu vas au lycée, voilà, que tu es ado et tu as cette buée qui sort de la bouche, tu vois? Tu as encore le froid, en fait, de cette fin d'hiver et en même temps, tu sais que dans la journée, il va y avoir le soleil qui va arriver. Tu as les premiers, les premiers bourgeons, les odeurs de pollen aussi qui commencent un peu et donc c'est cette espèce de contraste, avec ce froid matinal quand tu sors à 7-8 heures du matin déjà, c'est trop tôt, il fait encore trop froid, mais tu sais dans la journée quand même tu vas avoir chaud. Et tu vas retrouver ces sensations de printemps et du renouveau. Et l'adolescence, on est aussi symboliquement dans cette espèce de renouveau. Et donc tout ça étant dans le poème, ça m'intéressait aussi d'avoir, tu vois, une gamme de couleurs réduite et contrastée qui puisse rendre, moi, ce souvenir précis que j'ai aussi de l'adolescence. Eh oui, très bien. Et pour finir un ouvrage à paraître, ça sera dans la collection, Romance queer, dirigée par Lisa Mandel, qui sera La Maupin. Donc, un ouvrage historique, vraiment jamais là où on pourrait te prévoir ou attendre. C'est ça qui est quand même assez passionnant, qui est une histoire vraie et un personnage que tu Tout est rumeur et tout est vrai. exactement. Donc, que tu fais, remonter qui, parce que c'est vrai qu'on connaît le chevalier Déon comme, figure un peu historique, mais, Maupin, beaucoup moins. Non, mais tu parlais de Lady Oscar, tout à l'heure, la Oui. Rose de Versailles, ce qui est un personnage qui n'a absolument pas existé, voilà, mais par contre, Julie d'Aubigny, donc aka, la Maupin ou Julie de Maupin, son nom de scène, a vraiment existé sous l'ère de Louis XIV. Elle a été élevée comme un garçon, à Versailles parce que son père, en fait, éduquait les pages et donc elle a été éduquée, pour ça. Sauf que du coup, ça l'a prédestinée à quelque chose qu'elle ne pourra jamais être dans sa vie, c'est-à-dire un homme. Et donc elle a une vie absolument rocambolesque, dont on connaît les détails, notamment, parce qu'il y a une condamnation à mort de la part de l'Église à son sujet, pour avoir kidnappé une nonne et mis le feu à un couvent. Donc il y a des versions officielles, après il y a des versions de biographes et en fait, tout ça a été essentiellement raconté par des hommes cis-het bourgeois et ça a commencé un peu à me peser cette histoire et donc pour la collection Romance Queer, je me suis dit: «Je vais enfin pouvoir raconter cette histoire, qui me fascine depuis une dizaine d'années, peu sur laquelle je me documente autant que possible depuis tellement longtemps» et donner une version et du coup une vision, en fait, qui est éloignée de, celle qu'on connaît, jusqu'à maintenant et donc voilà, c'est un livre de 315 pages. Donc là, je suis dessus, ça doit sortir, vous pouvez déjà le précommander, voilà, petit moment promo. Il sort à la fin de l'année Super. 2026 Eh beh, très bien. pour Noël. Jules, tu es un artiste engagé, qui a lancé aussi, des collectifs, contre le sexisme, en bande dessinée dont tu as réalisé le logo et qui est toujours une association en activité, parce qu'il y a toujours énormément de sexisme. On reviendra aussi, sur la vision, en général de la bande dessinée, et de le ressenti, d'auteurs et d'artistes LGBT, notamment quand vous travaillez avec des éditeurs ou si on vous impose des angles ou des choses comme ça. Sur le site aussi de Jules, on trouve que, autre chose que de la bande dessinée, de l'art en particulier, tout ce qui peut intéresser, des illustrations qui soient inspirées des œuvres en cours ou non. Et puis, j'ai vu même à la fin quelque chose moi que je trouve très, très sympathique, des talismans, des petits objets comme ça un peu, presque, mystiques, cabalistiques qui sont aussi, un prolongement, de l'œuvre qu'on peut trouver en livre et tout, et tout est fait main avec beaucoup d'attention et beaucoup de soin et c'est même décrit, hein, sur le site. Il y a presque un peu de magie qui est transmise ou du moins pas une magie de pacotille, mais simplement de l'humain, avec de l'humain et des ondes, plutôt positives. Voilà et je finis sur, quelques tableaux qui sont des illustrations que, à mon priori, tu réalises en marge ou pendant tes œuvres en cours. Là, c'est évidemment la période à pied de la peau. Voilà, c'est donc, une petite présentation de nos 3 invités. J'avais plein de questions à vous poser, je suppose que, le public aussi, mais, la première un peu pour vous 3, est-ce qu'il y a un moment clé? Est-ce qu'il y a une œuvre, une rencontre artistique, hem,
qui vous a fait comprendre que la bande dessinée était capable, d'être un outil d'émancipation sociale? Est-ce que même que ce soit un manga, une BD, est-ce qu'il y a une œuvre où quand vous l'avez lue, vous vous êtes dit: «Tiens, c'est possible de refléter ma sensibilité» ou au contraire, vous avez dit: «Non, tout est à faire»? Je dis ça parce que souvent quand, moi j'ai pu lire même des autobiographies, hein, beaucoup parlent d'une affiche, d'un ouvrage, d'une personnalité, ça peut être, dans Pink Story, une comédie musicale, ça peut être plein de choses qui auraient été un déclencheur de vous dire: «Tiens» ou Tu parles à des sujets LGBT ici, donc il y a oui, déjà la prise de conscience, que toi-même tu es différent, déjà et comme, 1 peut-être, step, j'ai envie de ouais, dire et moi c'est à ça que je pense personnellement en tout cas, c'est qu'il faut déjà faire un une espèce de avant de passer à ce moment de création et la création comme, comment dire? Espace, émancipateur, c'est déjà comment ma vie va pouvoir, s'émanciper aussi, en fait. Et donc ça moi personnellement, c'était à l'adolescence et je pense qu'il y a en effet des romans, je pense plutôt à des romans, qui sont venus, du coup ouvrir, cet horizon-là. Personnellement, c'était pas de la bande dessinée, à l'époque, mais parce que en effet, on l'a vu aussi dans ta présentation, c'est que jusqu'aux années 2010, on n'a que des hommes cis, en fait, qui font de la BD, LGBT quasiment. On a Alison Bechdel, dans son coin, mais qui était même pas traduite en France à ce moment-là et donc c'était pas un endroit, c'était pas c'est dans cet espace-là que j'allais moi trouver, cette révélation, tu vois? non, il y avait des clés, oui, oui, c'est Mais ça a été plutôt dans des romans, du ouais, coup, à l'adolescence, pour le coup, oui. C'est une question qui est un peu douce amère, parce que justement comme tu le soulignais, enfin moi j'ai grandi dans les années 80, je suis né en 81. J'ai grandi dans un monde dans lequel, une personne comme moi était impensable. Oui, la courbe de carrière d'une femme trans, c'était de mourir en travaillant au bois de Boulogne et entre 30 et 40 ans, quoi. C'est le mmh, monde dans lequel j'ai grandi. Je pense que ce qui est important de décrire, c'est le désert, en fait. mmh, Ce qui est important de décrire, c'est cette sédimentarité, ce côté minéral d'un paysage dans lequel, il y a rien qui pousse et il y a rien de soi qui peut trouver de quoi s'accrocher pour pousser et hem et à contrario, parce que des œuvres qui se positionnent comme des projets d'émancipation sociale, elles sont nombreuses en fait, on peut en trouver, enfin, pas forcément des années 80, mais c'est quelque chose qu'on va trouver. Mais des œuvres qui moi je suis une artiste de l'intériorité, moi je fais de la poésie à la base, heu, j'ai fait de la danse postmoderne avec Anna Alprin, je fais des choses qui sont pas du qui sont à l'intersection de plein de choses, mais une œuvre dans laquelle je n'ai pas besoin de faire quelque chose de moi. Une œuvre dans laquelle je n'ai pas besoin, d'essayer de changer le monde. Une œuvre dans laquelle je n'ai pas besoin, de signifier quelque chose pour quelqu'un. Ça reste encore quelque chose d'éminemment rare et si pour moi il y avait au moins une forme d'émancipation subjective, ce c'est vivre dans un monde dans lequel, ces œuvres sont aussi courantes que pour n'importe qui d'autre. ce qui est un ce qui tend à devenir aussi peut-être le cas pour des générations, comme tu as très bien dit, la génération de 80 n'est pas la génération qui naissent dans les années 2000 et encore moins maintenant et tout, qui pourront peut-être avoir un paysage, comme tu décris. Quand on part de zéro, Ouais, on peut avoir l'impression qu'il y a un énorme progrès, oui, 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 je mais en vois. fait La on courbe on de est sur quelque progression est chose d'extrêmement minoritaire. ouais, ouais, ouais. Les révélations que j'ai eues dans ma vie sont arrivées très tardivement et n'étaient pas, nécessairement liées à à la bande dessinée. Ouais, Ça a vraiment influé, sur ce que je voulais faire, dans ma vie, professionnelle et évidemment personnelle. Hem, tant d'éloquence je suis, oh ouais, pardon. Mais je poursuis un peu ton propos effectivement parce que c'est pas tellement une normalisation. Là, il peut y avoir un débat entre queerness, LGBT, normalisation, respectabilité. Il y a plein de sujets hyper intéressants là-dessus, dans le milieu de la BD, je pense. Comme tous les autres, bouquins, qu'on puisse, découvrir et c'est ce que j'essaie de faire dans les bouquins qu'on propose.
Je sais pas trop comment relier ça plus à, Tu as des déjà personnes. répondu un peu à la question tout à l'heure, hein. Tu l'as très bien fait parce que tu as bien dit non, non, mais très bien. Mais tu nous as dit qu'en éditant, en découvrant aussi le travail d'autres, tu as révélé toi-même. C'était aussi ça enfin, une partie de toi-même, pardon. Mais c'était aussi ça le sens de la question, s'il y avait un artiste, une œuvre qui vous influençait Moi, et la série Harbinger, oui, de l'univers Valiant, oui, qui n'est pas une série qui parle, à proprement parler de genre, mais qui parle beaucoup de santé mentale, d'adolescence, de traumatisme, d'addiction, hem, de psychiatrie, d'impérialisme, et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit: «Ah oui, un comics de super-héros, un comics de science-fiction, on va dire mainstream, peut aborder ça». Et c'est comme ça que mon auteur, préféré, que j'ai découvert mon auteur préféré, Joshua Dysart, qui a aussi parlé, d'impérialisme, même chez DC Vertigo avec Le Soldat Inconnu, et qu'on a continué à publier. Et ça a été une révélation que la BD peut être ça, parce que je j'ai pas grandi avec, la bande dessinée. C'est quelque chose qui est arrivé tard dans ma vie, et j'ai découvert que ça pouvait être ça, et chemin faisant, en fait, Heu, j'ai lu aussi des bandes dessinées qui abordaient, des thèmes d'identité, sexuelle, d'identité de genre, pardon, et d'orientation sexuelle, et que ça pouvait aussi parler de ça. Et j'ai eu, je l'ai traduit ensuite dans mon travail, quoi. J'ai très vite voulu, faire ça comme travail, sans être depuis 20 ans, fan ouais. de bande dessinée, quoi. Voilà. Éléonore, tu en parlais un peu, effectivement, les représentations, ce qui m'intéressait aussi de vous avoir tous les 3, parce que vous êtes 3 acteurs, qui sont à des endroits un peu différents de la chaîne du livre ou dans la promotion, dans la création, dans, l'édition, la diffusion. Comment vous, percevez l'évolution actuelle des représentations LGBT, QA+ dans la bande dessinée actuelle? Est-ce que ça vous semble, notamment, Jules, ça fait, pardon, 2013, 15 ans à peu près, que tu publies. Florence, ça fait un peu plus de 10 ans, 10 ans pile. Léonore, tu travailles aussi depuis un moment. Donc, est-ce que vous avez vu une évolution, quelque chose de Mais ça va faire bientôt 20 ans que je suis dans ce milieu parce qu'il y avait, les blogs BD aussi, oui, avant ah ça, oui, où on a eu, enfin moi j'avais lancé à l'époque, c'était, le 17 mai, une espèce de grande célébration, donc la journée, de lutte, internationale de lutte contre les LGBT phobies. Et donc à l'époque, donc c'était avant d'être publié aussi chez Glénat, c'était d'avoir cet espace à disposition pour pouvoir en effet, publier partout sur les blogs de tout le monde, des gens, qui étaient aussi, des auteurs, de webcomics comme ça, ces thématiques-là, et que ce soit juste un dessin ou un récit. Après c'est devenu des bouquins collectifs en effet, Pochep a repris ça pour en faire, aussi des ouvrages, sur, le 17 mai. Mais à la base, c'était vraiment, voilà, monté de cette manière-là. Parce qu'en effet, on avait quasiment rien. Moi quand je suis arrivée en 2009 pour signer chez Glénat, c'était un espèce d'ovni en fait. Dans Le bleu est une couleur chaude. Dans l'édition, on va dire mainstream, donc pas indé parce que ça se faisait un peu, côté indé, mais en effet, Lisa Mandel venait de publier, Princesse, M Princesse, mais sinon il y avait vraiment rien d'autre. Et et en fait, bah, faut dire qu'il y a eu le film en 2013, et le fait que ce soit la première fois qu'une adaptation, d'une bande dessinée obtienne, une palme d'or, bah, en fait, ça a ouvert aussi un champ, pour les éditeurs, les éditrices, et on a eu plus de femmes et de minorités de genre qui ont commencé à travailler aussi en parallèle dans le milieu de l'édition, en librairie, dans tout ce secteur-là. Et ben, en fait, ça joue. En fait, la représentation, elle est pas que, de notre côté. C'est-à-dire que si déjà dans tout ce secteur, on a, beaucoup plus de diversité, ben, en fait, ça va avoir un impact aussi sur ce qui va être publié et ce qui va être lu, et ce qui va être acheté, offert, recommandé, primé aussi, et cetera. Et donc c'est vrai que le coup de projecteur de 2013 et de la Palme d'or a fait que, de mon côté, je peux pas m'empêcher de voir que ça a joué, et qu'en effet, on a eu beaucoup plus de récits LGBT, mais aussi tout simplement plus de personnes, voilà, qui s'identifient, à ce spectre, qui travaillent en fait dans ce milieu à tous les échelons de la chaîne, en fait. Et donc c'est vrai qu'on a, cette sensation d'avoir peut-être, enfin moi je l'ai en tout cas, plus de représentation,
Mais il y a aussi un backlash. Et ça, on en parlera peut-être après, mais je peux, voilà. Mais je vais partir de 2 nouvelles que j'ai eues hier. Hier, j'ai reçu un email de mon éditeur anglophone, donc qui publie en effet, Le bleu est une couleur chaude, en anglais depuis, peu importe quand, qui m'annonce que, bah, je le savais déjà, mais le livre était banni, aux États-Unis, dans les bibliothèques états-uniennes, ça c'est déjà le cas, et qui m'annonce que, bah, maintenant c'est le cas aussi au Canada, en Alberta. Bon, il faut savoir que l'Alberta, c'est un peu le Texas, du Canada, hein, mais ils sont très pro-Trump, mais que voilà, ce phénomène est en train, de s'étendre, en fait, et que je suis déjà considérée comme propagande LGBT aussi pour, certains autres pays où voilà, ce n'est pas publié, où ça passe sous le manteau. Mais ça, c'est la 1re nouvelle que je voulais partager, j'ai eu hier. La deuxième, c'est en visionnant une vidéo du média Blast, c'est d'apprendre que ça y est, on a passé la barre des États, autocrates, qui sont désormais en plus grande majorité que les États démocratiques dans le monde, et que pour, je crois, la 19e année consécutive, la liberté d'expression est en train de reculer. Donc tout ça, ce sont des structures, des organismes qui documentent chaque année, ces baromètres-là, et les 2 sont évidemment liés. Les 2 nouvelles sont extrêmement liées, et ça rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure en termes de rayons, en termes de thématiques de rayons. C'est on le sent en fait, tous là, on est là, assez concernés. Je peux pas m'empêcher de remarquer qu'on est quand même en grande majorité, femmes et minorités de genre aussi dans cette salle. C'est que le féminisme, et les thématiques LGBT et queer, heu, sont à la même racine en fait d'une même attaque. De cette attaque qui voudrait absolument nous mettre dans des cases et dans des rôles, de société, sur base de, en fait, le genre qui nous a été assigné à la naissance, et ce qu'on est censé faire à partir de là, dès l'instant où, notre sexe biologique a été déterminé comme tel, et ce que est censé être notre vie, et comment est censée être la société sur base de cela. C'est la même racine, c'est la même attaque, et du coup, moi, dans ma propre création, je sais que la manière dont je pense en 2025 les couvertures de mes livres, ne serait-ce que ça, pour les vitrines et pour les libraires, et pour aussi les gens qui vont les lire dans les espaces publics, c'est des questions que je me pose, que je me posais pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans, en fait. C'est, des espèces de censure personnelle que je me fais, et je pense qu'il y a une inquiétude aussi partagée, là, c'est comment on va faire ensemble, en fait, pour, faire face à ce type de backlash? Parce que la question pour moi, c'est pas: «Est-ce qu'il se ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que ça va arriver?» C'est: «Quand est-ce que ça va nous arriver?» Et comment est-ce qu'on va être préparé, en effet? Ce qui est en train de se passer à Violet Co, ce qui est en train de se passer dans d'autres librairies, voilà, c'est déjà le cas. Donc comment on se prépare à ça ensemble? On peut avoir une approche un peu sympa, très libérale, de dire, «Oh, il y a une plus grande il y a, en termes de chiffres, une plus grande diversité, d'auteuristes, et de créations, qui abordent ces thèmes-là». C'est aussi parce qu'il y a un marché qui se développe, parce qu'il y a des structures capitalistes qui, permettent, qui favorisent, au départ à la marge, ensuite à plus ou moins grande échelle, avec des collections de différentes tailles, et cetera. Voilà, c'est très, très divers. Mais on est quand même dépendant, des structures, capitalistes, et politiques, qui permettent ou non, des fois c'est uniquement le marché, et des fois, c'est là où on voit que ça arrive, c'est la politique qui permet ou non, de créer. C'est pas que le porte-monnaie, et que les acteurs de l'industrie. Hem, donc effectivement, on peut dire oui, il y a plein de il y a plus d'autorisme, et aussi, dans quelles conditions et à quel, niveau de rémunération. Parce qu'il y en a plus, il y a une surproduction, dans le marché de la BD, et des avaloirs qui chutent, je veux dire, une des raisons pour lesquelles je fais principalement de la traduction, en tant qu'éditeur, c'est parce que, en termes éthiques, je peux pas j'aurais pu publier plein de créations, je reçois plein de dossiers, plein de trucs, pourtant je suis pas un très grand éditeur, je suis tout petit, on se paye à peine, on fait ce qu'on peut, mais je reçois je pourrais, publier des créations, d'auteuristes, qui prendraient des avaloirs, complètement minables,
pour des 1res BD et mais c'est pas possible en fait, c'est des avaloirs qui correspondent à des avances, inférieures à des titres que je traduis quoi, donc c'est pour des nouvelles créations qui vont mettre 1 an, à se faire, enfin ça n'a aucun sens, et je dis ça, enfin c'est général pour tous les autoristes, qu'ils soient queer ou non, mais je dis ça parce que je reçois beaucoup de projets d'autoristes, queer justement, donc voilà, dans quelles conditions, sur le marché on est encore dépendant de ces structures et comme tu disais, c'est hyper intéressant que les structures structurantes nous structurent également puisque, ben, on se «s'auto-censure» entre guillemets, on essaie de fit, dans le marché quoi et à quel et du coup, le ça modère, on va dire aussi, le niveau de subversion et des normes qu'on peut, se permettre de présenter, au public quoi. Eleanor, tu voulais rajouter quelque chose sur l'évolution des mentalités, Moi, c'est une question que je me posais en venant ici. C'est une question de: c'est quoi notre socle commun? L'an dernier, je sais pas si c'est l'an dernier ou l'année d'avant, c'était Frédéric Tout le Monde qui avait organisé un truc sur, heu, manga et genre et manga, Ouais. et il y avait pas une seule personne concernée dans le panel, et les gens, se confondaient, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle. Enfin, c'était, désolé Frédéric, je t'adore, mais voilà, c'était n'importe quoi. Heu bon, cette année, on a des personnes concernées, c'est génial, et je pense que ça, c'est très important pour rebondir sur ce que tu disais, Jules, et pour rebondir sur ce que je disais, lors de la cérémonie de notre cercle pour les rôles modèles LGBT. Il faut des personnes concernées qui ont du pouvoir. Tant qu'il n'y a pas des personnes concernées qui ont du pouvoir, rien ne bouge. Moi, j'étais une personne concernée qui dirigeait une structure de 170 personnes à peu près, heu, en étant une personne concernée et en ayant du pouvoir. Pour des petites avancées, c'était un travail immense. Alors sans pouvoir, c'est impensable. Hem et le changement des représentations, c'est aussi le changement des représentations de qui a une légitimité pour prendre la parole. Le nombre de fois où j'ai des réactions, j'ai certaines vidéos de moi en ligne où je parle avec autorité, et je vois les commentaires de: «Mais pour qui elle se prend?» Je me prends pour quelqu'un qui sait de quoi elle parle, en fait, et je sais, vous avez pas l'habitude, vous me prenez au mieux légitimement pour une victime. On a autre chose à offrir. Et ça, tu vois, dans les discours, dans les représentations, tout ça, quand on sort de l'indépendant, quand on sort, et le manga, c'est un marché très commercial. Au Japon, il faut vraiment le penser, le manga, comme une industrie avant d'être, une modalité artistique. C'est vraiment la forme artistique qui est déterminée par la contrainte économique, qui est un marché saturé, qui est un marché qui est plus grand que tout le marché du livre en France, tout inclus, les manuels scolaires, inclus. Donc on est sur quelque chose qui est un monstre. Et les discours qui sont possibles sont des discours qui sont possibles en fonction des gens qui ont du pouvoir, c'est-à-dire les éditeurs, les éditrices, les libraires, qui vont, distribuer ou pas, y compris, ou les grandes plateformes qui vont distribuer ou pas. Et quand on n'a pas de personnes qui sont concernées, et au mieux, et encore, c'est pas suffisant, formées, c'est un tel travail, et je pense que, Florent doit savoir, de défendre des choses à des gens qui ne comprennent pas de quoi on parle. Et qui vont vous dire, Emilia Pérez, c'est un très bon film trans. Voilà, c'est parce que, ça dit pas de mal volontairement d'une personne trans. Et c'est pareil si vous prenez les ouvrages que vous trouvez le plus facilement en librairie, en BD et en manga, qui abordent les questions trans, vous trouvez justement Transition qui était dans ton diaporama, vous trouvez Appelez-moi Nathan, vous trouvez Je suis Sophia, vous trouvez, Celle que je suis, que tu as mis aussi dans le diaporama, heu, qui sont des ouvrages qui, de quelque manière qu'elle soit, reprennent une structure de représentation qui est celle d'une personne trans comme objet de discours, qui est souvent assimilée à une transition et à une transgression, et qui n'a pas d'existence vraiment. Tu parlais de Byron, je me souviens plus du titre. C'est un titre qui est différent là-dessus justement, parce que là, il y a une vraie existence, mais qui a pas vraiment d'existence en dehors de ça, et où, la souffrance est une légitimation de l'identité, et c'est ce que j'appelle le cisgender gaze. Je suis pas probablement la seule personne à appeler ça, mais comme on parle de male gaze, vous avez probablement entendu parler de ça, donc de regard masculin, où les personnages féminins sont en fait, même créés par des femmes parfois, se correspondent à des critères, hein, une manière de regarder le monde qui est celle d'un homme cisgenre hétérosexuel. La manière de décrire les transidentités, les expériences trans, les vies trans, même
quand on prend l'exemple de Hilda Sama, que tu citais tout à l'heure, donc de «Devenir enfin moi-même, désolé Ludivine», c'est son éditrice chez Glénat, heu, c'est, le regard, les questions qu'on pose, l'histoire qu'on rencontre, tout ça, c'est entièrement déterminé par les inquiétudes, les questions, les besoins de personnes cisgenres qui pourraient lire le texte. Et ce qu'on voit encore très peu, parce que les structures de pouvoir, les structures éditoriales, parce que des gens, qui ont suffisamment, de pouvoir, de légitimité comme toi, pour pouvoir proposer autre chose sont rarissimes. Heu, Même quand le sujet est plus développé, il est développé en fait pour des personnes cisgenres, par des personnes cisgenres et où personne n'est en train d'apprendre quoi que ce soit. Et c'est la chose que je voulais nommer aujourd'hui, c'est que, on est tous et toutes victimes d'un monde qui est fait de violence au niveau du genre. Il y a pas un homme, et je commence par les hommes exprès dans cette salle, qui a pas été violenté pour sa masculinité et par sa masculinité. Ne parlons pas des femmes, ne parlons pas des personnes trans et sans parler des intersections avec le fait d'être racisé. Mais il y a pas une personne dans cette salle qui n'a pas eu peur, qui n'a pas été humiliée, qui n'a pas été peut-être violentée physiquement pour et à cause de ça. Et quand on écrit depuis ce monde pour parler de ces questions, bah, ce monde ne se voit pas lui-même, l'œil ne se voit pas soi-même. Je veux dire, l'opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes qui, comme moi, ou j'allais dire comme nous, mais je ne veux pas parler pour d'autres, heu, qui ont vécu depuis toute petite avec un regard de: «Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas normal» et qui ont jamais compris ce qui se passe. Et ce regard-là a tellement à nous apporter et ce regard-là, à l'heure actuelle, il a très peu de pouvoir, de frappe économique au niveau de l'industrie du livre. Et donc même s'il y a plus de sujets, malheureusement, on est dans l'ouroboros. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est de manière plus prétentieuse de dire ça. Non, mais il y a, c'est pas bon, mais c'est ce côté presque disneyesque de dire, on fait des récits, LGBT pour plaire à des hétéros qui puissent l'accepter et donc calmer comme une sorte de pardon, hein, mais comme de monstre qui te dit: «Ah mais non, c'est aussi des humains» et toi tu es censé, l'accepter, mais toujours c'est ce que je parlais de personnages tokens ou de choses comme ça, qui sont bon, les choses quand même évoluent, mais enfin, vous le dites très bien tous les 3 en fait, ça évolue, mais pas vraiment. C'est-à-dire que, il y a toujours les 2 mondes sont toujours, là. Un monde, je veux dire, le monde plus ouvert ne prend pas le monde sur le monde qui reste fermé. Je veux dire, les conservateurs sont toujours conservateurs. Du coup, ça, vous avez répondu aussi à la question que je voulais vous poser sur, est-ce que la multiplicité des sorties, la visibilité justement des cultures LGBTQ, est toujours fait avec, justesse ou est-ce que toujours fait mais je crois que c'est bon, la réponse, elle est plutôt, enfin, c'est à moins que vous vouliez rajouter là-dessus, mais est-ce que le nombre des la multiplication des parutions sur la thématique, vous trouvez, est toujours fait avec justesse ou toujours fait avec une idée d'ouverture sur le monde? Mais vraiment, vous avez répondu en partie, hein, sur la question. Peut-être Jules, non? Heu, Là-dessus, j'aurais juste un truc. Oui, Je pense que la question est un peu plus complexe oui, que ce que tu soulignais, mais un brin plus. oui, oui. À la fois, bon, plus il y en a, plus il y a de chances qu'il y en ait qui tombent un peu juste. Donc, je suis pas là pour me plaindre du fait qu'on multiplie les titres. Mais Voilà, c'est c'est une c'est vraie problématique aussi parce que, comme tu l'as dit, si des gens de pouvoir avaient peut-être, ou des éditeurs, ou des créateurs auraient ce regard qui soit moins, commercial, on aurait peut-être une justesse dans un sujet. c'est pas juste une question. C'est une industrie. Ouais. C'est pas juste une question de regard commercial, en fait. Moi, j'ai pris la tête de l'EIMA, 5 ans plus tard, elle avait triplé de taille dans un marché qui est en hypertension, alors qu'on est une école indépendante sans fonds de pension derrière. Heu, on peut faire des choses qui sont centrées sur des valeurs, des manières de faire qui sont profondément queer parce qu'en fait, mon école, est woke, heu, mais on peut se faire des choses comme ça en étant très clair là-dessus. Moi, je disais aux gens: «Si vous n'êtes pas d'accord avec les valeurs de l'école, je vous invite à aller voir la concurrence». Il y a des gens qui font du très bon boulot, pas aussi bon que nous, mais très bon, heu et qui vous embêteront pas avec ce genre de questions. C'est pas un souci, mais donc c'est tout à fait possible. Par contre, il y a vraiment pas le réflexe de mettre en position de pouvoir les personnes concernées. C'est par exemple, il faut des commissaires d'exposition. Il faut des personnes qui organisent des journées que ce soit nous.
Donc là, je regarde madame la directrice. C'est il faut non, non, mais c'est vrai, c'est il faut que ce soit nous qui soyons en position de pouvoir quand on parle de nous. En position de pouvoir, c'est-à-dire en position éditoriale, Oui, oui. c'est-à-dire en position de, curation. Donc ça, c'est vraiment très important et l'autre chose, c'est que même c'est pas juste une question de c'est fait pour les personnes cisgenres. Quand on prend, Hilleshama, donc devenir enfin moi-même, qui est ce truc sur son opération, génitale vraiment, heu, on a en fait l'intériorisation, du regard de l'autre en soi. C'est-à-dire vivre, je sais pas, pour moi c'est je vais faire un peu de la phénoménologie, c'est peut-être un peu prétentieux, mais la phénoménologie de l'expérience trans, de la subjectivité trans, c'est intérioriser, c'est mettre en première place, à la place du «je», un «moi». Mettre à l'intérieur de soi, à la place de son autonomie subjective, l'image de ce qui est attendu de soi. Et donc pour une personne concernée et c'est vrai, je dirais même pour toutes les femmes, parce qu'il faut que ce soit femmes ou minorité de genre, c'est vraiment une question qui est primordiale. C'est que, se défaire de ça, s'en rendre compte et arriver à faire autre chose, ça veut dire qu'il faut être capable de se penser consciemment dans sa manière de faire des histoires et dans sa position sociale. C'est quelque chose qui est pas demandé à d'autres artistes, nécessairement. Et c'est pas quelque chose que tous les artistes vont arriver à faire et c'est pas forcément la vocation d'un ou d'une artiste. Donc il y a quelque chose qui est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on a des personnes concernées qui font du très mauvais travail et c'est pas leur faute. Jules, tu attends quoi d'une relation avec un éditeur justement, un accompagnateur, J'ai eu peur du début de ta question. Vas-y. Tout va bien. Non, c'était justement pour resserrer sur le fait que les relations, comme nous a très bien, défini, Éléonore, aussi sur les gens de pouvoir ou les gens décisionnaires et tout. Est-ce que, je sais pas, on t'a proposé chez Glénat d'être, directeur de collection? Est-ce qu'ils se sont dit: «Oh, beh, très bien, on a une personnalité, sous la main, est-ce qu'on va s'en servir?» Ou au contraire, non, c'est très fluide et c'est très, Beh, vu que tu as fait un travail d'agent, j'ai envie de dire, sois mon agent, vu déjà tout ce que tu as réussi à dire de mon travail, tu vois bien que non, ce n'est pas dans ton ah, ah, dans ton mais projet. ça m'a presque étonné. Donc non, évidemment, je pense que les questions politiques, qui ont été soulevées, par Florent et par, Éléonore. Éléonore. Beh, oui, moi aussi, j'étais là genre: «Mais what?» Voilà, on en revient à ça, en fait, en effet, à ce plafond de verre dont tu parlais aussi tout à l'heure et quand tu as fait ta présentation, je me suis dit: «Bah, oui, en effet, il y a plein eu de ricochets, de voilà, il y a d'autres titres qui surgissent». Il f Pourquoi en France, on n'a pas une anthologie, de tous ces titres-là? Vraiment, enfin, tu vois, un livre, qui serait vraiment, en fait, bah, voilà, le marché francophone, LGBT, tout ce qu'on peut trouver, c'est ça, c'est tous ces ISBN-là, c'est tous ces titres-là, depuis, je sais pas quand, enfin voilà, peu importe. Et après je me suis rappelé le contexte actuel et je me suis dit: «Est-ce que c'est une bonne idée de nous ficher Ça va être un index après. déjà Ça va être l'index, à cet endroit-là?» Parce que je connais la personne qui avait monté un site de queer comics, donc vraiment un site aux États-Unis, qui répertorie toutes les personnes qui font de la création, queer, ou qui sont queer et même s'ils font pas forcément ces thématiques-là dans leurs œuvres, mais aux États-Unis. Et ben, elle a supprimé le site, récemment parce que, Trump, parce que, on est maintenant même les personnes trans catégorisées dans, terroristes nihilistes, aux États-Unis. Oui, bien sûr. Je trouve ça stylé. D'accord. En Alors fait, je j'ai envie l'apprends, d'un badge. J'ai envie d'avoir mon badge terroriste, nihiliste. nihiliste. Je trouve ça assez On dirait le formidable. nom d'un groupe de rock. Voilà, Ça peut être pas mal. si ça faisait pas, peur, c'est voilà, ce que ça m'inspirerait. Mais donc déjà aux États-Unis, je remarque qu'en effet, ces espaces de visibilité, bah, du coup, en fait, on est en train de les shut down parce que, ça permettrait de ficher, en fait, les gens. Et quand tu as fait ta présentation, je me suis dit: «Ah mais vas-y, moi je vais la faire cette anthologie, je» et après j'étais là genre: «Ah non mais en fait je vais tous nous ficher. Si je fais ça, c'est peut-être pas une bonne idée» parce que bon, les municipales, là, dans 2 mois, allez voter. C'est pas trop ce qui me fait craindre ça, mais par contre, 2027, allez voter, ça me fait un peu plus craindre, ça, tu vois? Et donc moi j'aimerais en effet qu'on ait plus de personnes concernées, qui aient du pouvoir ou mais qui même juste des formations.
qui est même juste des formations, si tu veux, plus féministes et par des personnes concernées, en fait, dans les maisons d'édition, contre les VSS, contre tout ça. En fait, on moi, j'ai des situations de violence dans ce milieu, bah, je peux aussi faire une anthologie, en fait, dessus, si tu veux. Voilà, et entre nous, on se donne des noms, on se rapporte des situations. C'est ce qui s'est passé là, aussi, au FIBD et l'explosion en soutien à Chloé. Voilà, c'est symptomatique, en fait, de quelque chose déjà, et ça va de pair avec, ce qui a été, en effet, soulevé par Éléonore ou par Florent, juste avant, quoi. Merci. Le temps passe vite, j'ai plus que 2 petites questions à vous poser. Quel serait le rôle des bibliothécaires, libraires, enfin de eux, dans la représentation aussi de soutien? Vous l'avez dit déjà un peu en creux, hein, d'avoir des personnes concernées, de la formation, mais c'est super, en plus tu proposes des outils tout faits, bien donc voilà, de la formation. Mais qu'est-ce que vous pourriez penser qui pourrait être, amélioré avec le circuit du livre? Je pense notamment, bibliothèque, école, lieux culturels, exposition, une meilleure, représentation? Je pense que la première lutte, elle doit se faire contre le sentiment d'isolation. Ouais. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce secteur à croire que, les questions même qui ont été soulevées dans ta présentation dès le début sur, en effet, les réunions à thème et tout ça, peut-être qu'on n'en parle pas assez entre nous et du coup, on se sent isolé, on ne sait pas comment, en effet, trouver des instruments ou aller les chercher ou à qui en parler. C'est quand même beaucoup d'énergie et de temps, au final. Et donc je pense qu'il faut réussir à se mettre en réseau, nous tous déjà, pour, lutter contre ce sentiment, d'isolement et ouvrir des dialogues. Même, je vois ce qui avait été fait, heu, dans la filière aussi en Nouvelle-Aquitaine. J'avais participé à des espèces de world café ou d'ateliers, c'était par le magazine Astre, je sais plus comment ça s'appelle, sur, la oui, voilà, exactement, et donc ça, c'est des choses qui sont proposées, en fait, aux professionnels, qui sont des bons outils déjà pour se rapprocher et pouvoir, ouvrir des dialogues. Donc moi, c'est déjà la première chose qui me semble essentielle. C'est lutter contre le sentiment d'isolation et de se parler, d'avoir le courage déjà de se parler et de pas avoir peur de dire des conneries, en fait, on a le droit de faire des erreurs aussi dans nos dialogues et qu'on puisse, enfin voilà, de manière non violente aussi entre nous, accepter, que, bah, tout le monde n'est pas au même niveau et que ça va prendre du temps, mais qu'en fait, on a le même objectif, et donc ça m'a l'air essentiel. Après, pour les bibliothécaires en particulier ou les libraires, au-delà de cette question du dialogue à développer, je reste sur mon idée de formation. Je pense qu'il faut quand même, et je comprends que ce soit compliqué, mais des journées comme celle-là, du coup, elles sont importantes. On va pouvoir se parler aussi après. Il y a des structures qui existent déjà, en fait, qui offrent des formations sur le féminisme, sur, en effet, les questions LGBT. Ça existe déjà. Et peut-être ça me reviendra après, mais je vais vous laisser OK, enchaîner c'est aussi. déjà Oui, bah, le travail de base, c'est effectivement de se former et de s'intéresser et d'avoir des lieux comme ça pour se former et là, évidemment, la diversité, la représentation dans les catalogues et cetera, c'est la base d'être investi et de s'intéresser. Après, au-dessus, il y a je pense, et ça, je sais pas comment ça s'organise dans les municipalités, mais il y a une lutte, politique parce qu'on est dans un risque aussi que les fonds, soient censurés, qu'il y ait plus de fonds, de subventions, qu'il y ait plus de voilà et que aussi il y ait de la censure au niveau des fonds. Je pense que ça arrive déjà dans plein de communes de droite, et de gauche aussi, partout, ailleurs. c'est Voilà, hem la réaction, elle est transpartisane, en général, à plus ou moins grande échelle, mais il faut faire très, très gaffe aussi à nos so-called, alliés de gauche. Donc il y a une lutte politique aussi, au sein de chaque municipalité, des groupements, scolaires, et cetera, pour que ces fonds-là, existent et vivent, quoi. Là, je focus pas mal sur la menace politique, mais elle est quand même très, très importante, quoi, Moi, je pense dans les choses que vous pouvez faire, c'est lire plein de choses différentes par des personnes concernées. Heu heu,
vous exposer à plein de choses, aussi bien des vidéos YouTube que des enfin vraiment, si vous ne faites pas partie de cette culture, que ça devienne une partie de votre culture. Ça, c'est vraiment de manière à ce que vous développiez un langage, vous développez une compréhension, une habitude, une familiarité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est relativement simple à faire. Ça se fait graduellement, un titre par-ci, un titre par-là. C'est dans le quotidien, c'est pas énorme, ça change tout. Hem et alors là, c'est mon côté, pour revenir un peu sur ce que vous disiez, absolument ne rien lâcher. Je veux dire, c'est si on se sent isolé, en fait, on est perdu. Mais si chacun, chacune, on met le titre en devanture de notre librairie, si chacun, chacune, on fait la table en bibliothèque, si c'est le cas, si c'est systématique, on est inattaquable parce que les gens voient: «C'est pas possible, ça va pas marcher». On n'est pas en face d'un monstre inarrêtable, hein, c'est pas vrai. Donc ça, c'est vraiment et encore une fois, mettez en avant les personnes concernées, demandez leur avis aux personnes concernées et donnez-leur du pouvoir quand vous avez du pouvoir à donner et si vous cherchez des formations, j'en donne. Ça co Une petite, dernière question, je sais pas, comme ça, mais d'après vous, quels sont les grands enjeux pour les futurs festivals BD de demain? Est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un festival BD, prochainement? Il faut savoir que, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, le Girl Code a, voilà, monté les fêtes interconnectées de la bande dessinée, qui est un sigle, vous verrez, très inspiré de celui, très connu du FIBD. Mais, en fait, c'est un programme de malade dans 15 villes différentes, dont, Angoulême aussi. Moi, j'interviens à une table ronde ce soir, sur, en effet, la représentation des luttes, d'un angle vraiment plus féministe, aussi, au théâtre à 19h, et je dédicacerai aussi après et avec les autrices qui ont fait un livre sur les colleuses. Donc ouais, toute une recherche aussi, voilà, de documentation là-dessus et donc le Girl Code, là, actuellement, dans 15 villes, en fait, propose un programme d'exposition, de tables rondes, d'événements radio, de dédicaces, de tout ce que j'aimerais que, en effet, soit un festival BD. Mais parce qu'on est vraiment, sur des questions de féminisme, de justice sociale et en fait, des revendications. C'est quoi les revendications des autoristes? C'est quoi, là, on parle des libraires et des bibliothécaires, ils sont où vos syndicats? C'est quoi vos revendications? Quand est-ce qu'on descend tous et toutes dans la rue ensemble? Voilà, je C'est la fin ça, Jules, ça arrive, hein. mais là, non, non, C'est un ça peu fait le 3 mois qu'on est sur ce Girl Code, qu'on a ah, fait un manifeste, qu'on a fait, un livre qui va sortir, qui est actuellement en crowdfunding, chez Exemplaire. On a monté une association, des tribunes, des tout ce que vous enfin, une cagnotte pour, Chloé. En effet, on a réussi à récolter 8 000 €. Elle est toujours en train de courir. Vous pouvez donner de l'argent à cette personne qui, voilà, a encore des frais, d'avocat et de justice, faramineux pour avoir osé, voilà, porter plainte, contre un viol qu'elle a subi. Donc tout ça, on l'a fait en 3 mois bénévolement, en fait et j'estime qu'on a fait beaucoup mieux que le FIBD d'Angoulême pendant 50 ans. Voilà, juste ça, je le pose là, voilà. Donc super, beh, j'aimerais que ça soit comme ça et j'aimerais que cette fête interconnectée, en fait, regardez le programme, inspirez-vous de ce programme, et en fait, qu'on porte ça, ensuite, comme revendication aussi. Et parce que, on veut nous faire croire qu'on est, en effet toujours statistiquement une minorité. Donc oui, on l'est politiquement, dans le patriarcat, mais statistiquement, j'ai réussi à le dire 2 fois, waouh! Heu, En fait, on est beaucoup, quoi et voilà ce qu'on arrive à faire quand on est en colère pendant 3 mois. D'abord de l'auto-organisation et c'est clair que le Girl Code, le Grand Off, comment le Grand Off s'est organisé, en quelques semaines, enfin je veux dire, nous on n'avait pas prévu du tout d'être à Angoulême en tant qu'éditeur et en quelques semaines, on se retrouve, à la Cité, à Machélis avec un stand et trucs qu'on a du tout enfin ça a été un bordel pas possible mais, le la capacité d'auto-organisation, des fêtes interconnectées, en si peu de temps est incroyable et ça montre juste à quel point, effectivement quand il y a une mobilisation, massive, en fait, on peut créer des choses qui au début sont juste entre guillemets «de l'auto-organisation»
et qui, en fait, petit à petit, peuvent grandir et subvertir les structures même, en fait, et s'infiltrer dans les structures et hem et infiltrer, mettre le politique, dans, les grands festivals, jusqu'à prendre le pouvoir aussi, sur les directions artistiques, sur, l'organisation, de ces grands festivals. Heu, on rêve, on rêve d'avoir, les moyens, pour avoir des festivals, massifs, qui soient, aussi très politiques et très revendicatifs, quoi. Que ça soit pas juste, l'auto-organisation avec, le peu de moyens, qu'on peut avoir, quoi. Mais c'est pour ça que l'exemple, il est vraiment hyper impressionnant et massif, quoi. C'est un truc, tout va Mais bien. pour le Girl Code, là, on vient d'apprendre que, bah, à force de pousser, 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 en fait, la Sofia nous donne 12 000 euros. Voilà. Donc, en fait, on va pouvoir rémunérer un minimum le travail qui a Ça été fait. reprend effectivement ce que tu dis. Voilà. Ouais, Et parce que j'y pense, mais ça aussi, c'est prenez-le et faites-en quelque chose. On a fait une charte, en fait, pour ces fêtes interconnectées. Vous allez sur le site girlcot.org, girl avec un X, donc GIRLX, code, voilà, .org. Et là, on a établi une charte, en fait, de ce qu'on aimerait que soit un festival et quelles sont les choses auxquelles faire attention et qu'est-ce qu'on veut pas voir surgir dans un festival et ce qu'on veut mettre en avant. Donc, ça aussi, ça peut inspirer en effet de futurs festivals, ça, ouais, sur ce festival, c'est à passé, je chacal suis des chacos. Voilà. parti, et enfin, Moi, la question que je vous inviterais à vous poser, c'est de quoi vous avez envie? Je pense que c'est vraiment une vraie question et c'est la question avec laquelle j'arrive avec chacune de mes interlocuteurs, interlocutrices pour ce que je suis en train de créer à Toulouse. Je vais voir les gens et c'est quoi vos envies? Et aussi, en fait, les élus sont là pour vous. Contactez-les, ils sont censés vous répondre, en fait. Et quand vous commencez à parler directement aux élus, il y a quelque chose qui bouge. Et donc il y a une vraie différence entre faire un commentaire, sur Facebook, Instagram, Twitter, Blue Sky, machin, et le fait d'envoyer un coup de téléphone et dire: «J'aimerais rencontrer l'élu à ceci, à la culture, au livre, au machin», parce que, voilà, vous snobez, c'est pas bon électoralement et à partir du moment où vous êtes là, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est de quoi vous avez envie, contacter les élus et sortir de l'idée de, mmh, la manière dont on fait les choses est très centrée, en économie, on dit centrée sur l'offre. Elle est très centrée sur les industries, en fait. Quand on voit le TGS, quand on voyait comment c'était ici, c'est fait par l'argent d'abord. En fait, il faut qu'on fasse ensemble, entre acteurs et actrices de la culture, heu, qu'on fasse ensemble les choses qui nous font envie. On a beaucoup plus de pouvoir que les autres parce que c'est nous qui faisons les choses et si on décide de pas faire d'heures sup, il y a rien qui arrive. Si les médiathécaires, si les gens des musées, si les éditeurs, si les auteurs-autrices décident de dire: «Je suis pas payé assez, je viens pas», ça n'arrive pas. En fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc on va faire ce qu'on a envie. Pour ça, il faut qu'on désapprenne le fait qu'on est impuissante et impuissant et qu'on se mette à discuter ensemble. Voilà, faites ça. De quoi vous avez envie, discutez, demandez-vous qui est dans la salle et qui n'est pas dans la salle. Une fois qu'on fait ça, c'est pas mal. eh bien, super. Merci beaucoup.